Je suis Olivier Bonin, je suis géographe et chercheur au laboratoire Ville Mobilité Transport, qui est un laboratoire de l'IFSTAR, de l'UPEM et de l'École des Ponts, et qui est pluridisciplinaire. Je vais principalement vous parler ce soir d'un projet de recherche qu'on a en cours, qui est financé par l'ADEME, c'est pour ça qu'il y a le petit logo de l'ADEME sur ma première page. Et j'ai un collègue qui a trouvé un joli acronyme pour ce projet, parce que vous ne savez peut-être pas, mais les projets de recherche, il faut toujours inventer des acronymes. À Bruxelles, ils sont très doués, ils ont des bureaux spéciaux qui travaillent là-dessus, mais nous, on fait avec les moyens du bord. Donc là, on a appelé ça SOFT, pour sobriété énergétique par les formes urbaines et le transport. Donc c'est un projet qui porte sur la sobriété énergétique, mais étant donné le thème de ce soir, je vous parlerai que du volet transport, même si on fait également des choses à la fois sur les consommations d'énergie dans les bâtiments et puis sur la question de la production locale d'énergie qui est aussi de plus en plus importante. Alors, j'avais aussi prévu une introduction extrêmement large mais qui va aller vite, qui est qu'au fond, c'est assez désespérant de voir la question de la transition énergétique à l'échelle des villes, ou maintenant plutôt on va appeler ça des intercos, enfin disons de ce qui remplace des nouveaux établissements qui gèrent ça. Puisque quand on regarde construire en zone urbaine dense, ça coûte très cher. Or, il y a beaucoup d'incitations à la compacification. Donc ça veut dire que les logements mécaniquement sortent à des prix élevés, donc il y a des barrières à l'accès. Vous savez aussi, vous avez vu que dans la plupart des grandes villes, on luttait assez violemment contre l'automobile, donc on rajoute une contrainte. Il y a des réglementations qui se rajoutent en permanence, notamment pour les performances thermiques des bâtiments. Et puis malgré tout ça, on est extraordinairement loin du facteur 4, de toutes les belles ambitions qu'on a. Donc il y a un côté un petit peu déroutant. On a l'impression qu'on a mis beaucoup de choses sur la table, qu'on est parfois même allé peut-être un peu trop loin. Enfin en tout cas, socialement, c'est pas toujours bien vécu. Et puis ça fonctionne pas. Alors, si on ne s'intéresse pas à la quantité d'énergie, mais au gaz à effet de serre, j'aime bien cet indicateur parce que c'est un indicateur composite de qualité et de quantité. Parce que globalement, c'est la quantité, mais selon la filière de production, selon que c'est de l'énergie, que c'est de l'énergie électrique, et puis le type de mix énergétique, que c'est du pétrole, que c'est du gaz, etc., vous avez des impacts différents. Et bien, si on regarde, vous connaissez peut-être ces chiffres, c'est assez intéressant, je trouve. Pour un habitant, en moyenne, en France, on a un quart de la consommation, pas d'énergie, mais ramenée en GES. Donc un quart des émissions de GES qui viennent du logement, un quart de la mobilité, un quart de l'alimentation. Alors ça, je ne sais pas si vous le saviez, si ça vous surprend ou pas. C'est pas uniquement l'alimentation carnée, hein, c'est très à la mode en ce moment avec les mouvements de végétariens, végétaliens, véganes, etc. Mais voilà, il faut imaginer que produire du tofu, ça consomme aussi énormément d'énergie. Donc il y a vraiment un problème global, on va dire, ou en tout cas un enjeu. Et puis donc il reste un dernier quart. Et puis quand on fait des enquêtes auprès des ménages, on en revient à ce que disait Xavier, ils ne veulent pas se laisser convertir à l'écologie. Donc ils continuent à préférer massivement quand même la maison individuelle, et puis plutôt la maison individuelle façon Chambord que façon petite maison minière dans les villes du Nord. Hein. Donc ils veulent également la faible densité, ils veulent l'accès direct à la nature. Donc tout ça, on ne le trouvera pas en ville urbaine dense, en centre urbain dense. Le coût de la mobilité en voiture, Xavier le disait, est assez faible. Et même pour en rajouter encore une couche, il vous a parlé beaucoup des carburants, mais en fait, quand on regarde dans les budgets des ménages et qu'on décompose bien, le carburant, c'est peut-être 25% du coût total de la mobilité en voiture. Parce que vous avez l'achat de la voiture, vous avez l'entretien, les pneus, les vidanges, l'assurance, qui est aussi un poste assez important. Alors ça dépend évidemment si vous faites 50 000 km par an ou si vous en faites 3 000, mais je ne sais plus quel est le kilométrage moyen des Français, peut-être un peu en dessous de 10 000, quelque chose comme ça. 8 000 peut-être, 15 000. Bon, mais en tout cas, sur ce chiffre de 15 000, donc le chiffre moyen, c'est 25% le coût du carburant. Et puis, si on veut gagner en performance énergétique, eh bien, on ne s'en sort pas parce que ça coûte très cher, il n'y a pas de garantie de performance. Je rajouterais qu'il y a une très mauvaise maîtrise des systèmes techniques que vous pouvez constater ici dans cette pièce. Hein, il fait une chaleur à crever. C'est peut-être de la chaleur quasi gratuite, je ne sais pas s'il est connecté à la CPCU ou pas, je ne sais pas d'où ça vient. Mais globalement, on voit bien que c'est difficile. Hein, parce que même dans un établissement public, une grande université à Paris, dans une ville qui se veut modèle sur les questions de transition énergétique, on n'arrive pas à réguler les températures dans une salle de cours. Donc vous imaginez encore plus ce que ça peut vouloir dire pour un ménage classique qui ne sait peut-être pas trop comment fonctionne son système, qui n'est pas très au courant des technologies, etc. Et voilà, donc il faut bien imaginer ça.
Alors je vous ai dit, on va se focaliser nous sur le car mobilité, qui n'est pas un car plus petit que les autres, hein, c'est un car. Et je reviens à la mobilité domicile-travail parce que c'est souvent vu comme le truc très structurant. Alors c'est effectivement, j'ai regardé sur le GT, donc sur l'enquête globale transport en Ile-de-France, c'est à peu près 30% des déplacements, mais c'est 60% des kilomètres parcourus. Alors bien sûr, j'ai regardé que la mobilité régulière, hein, je ne prends pas l'avion et les déplacements en train pour traverser la France. Cette mobilité domicile-travail, elle est historiquement très très structurante. On peut même dire elle conditionne toute la pensée de l'aménagement. Pourquoi? Parce que l'aménagement, il était fait par l'État, et l'État, il a un rôle de gestionnaire. Donc son problème, c'est de savoir, est-ce que mon revêtement est en train de s'user? Est-ce qu'il faut que je fasse une déviation pour la route de tel truc? Est-ce qu'il faut que je rajoute une voie de circulation? Donc ça veut dire dimensionner à l'heure de pointe du matin, qui est le moment où il y a le flux maximum sur les routes. Alors, heure de pointe qui tend à s'étaler, qui n'est pas si condensée que ça, mais qui est quand même assez importante. Donc du coup, est-ce que c'est vraiment possible d'agir dessus? Et moi, le projet que je vais vous présenter, travailler à l'échelle d'un EPT. Alors un EPT, c'est un des objets qui a été créé par la loi du Grand Paris, c'est un établissement public territorial. C'est un nouveau nom d'une interco en petite couronne. Et donc l'interco en question, c'est Est Ensemble. Et j'ai simplement cartographié à partir des déclarations du recensement les communes de travail des actifs d'Est Ensemble. Alors Est Ensemble, si vous ne savez pas où c'est coincé à gauche contre Paris avec les Lilas, Montreuil, et puis on a Romainville, on a un certain nombre de communes, donc on est quelque part par là. Donc qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que finalement la mobilité domicile-travail, en tout cas de manière déclarative, je ne peux pas vérifier que les gens y sont allés ou y sont allés régulièrement, mais en tout cas c'est vraiment un phénomène à l'échelle régionale. Ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'il ne semble pas y avoir de concentration très très forte, c'est-à-dire qu'en fait on a un système de transport routier et transport en commun qui est assez performant, donc on peut aller à peu près n'importe où puisqu'on est relativement dans le centre. Alors si on regarde en détail, bien sûr, les domiciles-travail qui nous embêtent le plus, c'est quand même ceux qui sont faits en voiture, parce qu'en transport en commun, pour la plupart des transports en commun d'Île-de-France, c'est soit de l'électrique, soit des bus qui commencent à être de plus en plus décarbonés, en tout cas une tentative. Ça, c'est les communes de travail des résidents d'Est Ensemble. Et alors pourquoi on regarde ça en général? Parce qu'il y a une convention assez forte en France qui est que quand on fait des bilans carbone, ce genre de choses, on utilise une convention qui avait été établie dans les comptes de transport de la nation. C'est quand on y réfléchit, la mobilité, c'est mobile par définition. Donc on dépense l'énergie en se déplaçant et du coup le pétrole est brûlé sur les routes. Comment est-ce que je comptabilise des trucs mobiles? Il faut les ramener à des territoires. Et donc la convention, ça a été de le faire au lieu de résidence. Donc ça, c'est la mobilité vue du point de vue des comptes de transport de la nation, ramenée au lieu de résidence. Mais Est Ensemble, c'est un ensemble de communes où il y a aussi beaucoup d'emplois. Et donc la carte que je vous ai montrée ici, que je commentais à tort, c'est celle qui est le symétrique. J'ai regardé les gens qui allaient travailler à Est Ensemble, quelle était leur commune de résidence, et j'ai cartographié. Et là, vous voyez qu'il y a une espèce de dissymétrie, c'est-à-dire que les habitants d'Est Ensemble ne vont pas travailler si loin que ça. Par contre, c'est une agglomération, une zone qui attire, qui a un bassin d'emploi, enfin qui recrute sur un bassin extrêmement vaste. Alors, d'un certain point de vue, si on regarde les plans climat, air, énergie, territoriaux, etc., on peut dire je m'en lave les mains, c'est pas mon problème. C'est pas mon problème, c'est pas le problème d'Est Ensemble, toute cette mobilité, puisqu'on respecte la convention et ça sera affecté à telle et telle commune. Ça me paraissait important de vous montrer un petit peu que il faut voir le problème des deux côtés. Et donc ensuite, je vous disais, ça c'est l'AVP, c'est ce qui consomme a priori de l'énergie fossile. Si on regarde en transport en commun, on voit que là, c'est pour ça que j'ai mis le réseau en rouge, c'est un peu plus structurant, c'est un peu plus vers Paris, donc les actifs qui vont travailler, et puis la carte symétrique, qui sont ceux qui vont travailler vers Est Ensemble. Donc finalement, comme c'est un problème régional, est-ce que c'est raisonnable d'avoir une politique locale, d'autant plus que la moitié du problème, je ne peux pas la contrôler moi-même, puisque c'est des gens qui viennent chez moi. Donc notre idée pour le projet, puisque je vous rappelle qu'on avait un quart, mais 30% des déplacements et 60% des consommations, des kilomètres parcourus, pardon, c'était de se dire, on va travailler pour le volet mobilité sur des approches qui ne soient pas trop normatives,
Et Xavier en a présenté un certain nombre, notamment les questions de ville dense et de ville compacte. Il y a aussi le Transit Oriented Development, où on se dit qu'il faut se mettre près des transports en commun, etc. Tout ça, ça reste très normatif. On aurait presque envie de faire page blanche, quoi. On rase, on explose, et puis on recommence et on reconstruit. Et on se dit, je vais refaire mieux. Sauf que malheureusement, c'est pas comme ça. Ensuite, l'autre point qui bloque sur les approches normatives, c'est que la ville est quand même en grande partie construite par des privés. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez négocié un permis de construire, vous maîtrisez un petit peu la construction en fonction du cahier des charges que vous avez mis. Vous ne contrôlez pas du tout la commercialisation, vous ne contrôlez pas les commerces qui vont s'installer, vous ne contrôlez pas le cycle de vie du bâtiment, etc. Donc voilà, c'est par rapport à d'autres aspects, on ne peut pas tout maîtriser. Donc on s'est focalisé sur les mobilités hors domicile travail, puis on a essayé de voir finalement, c'est ce que je résume ici, ce qu'on pouvait faire comme proposition d'aménagement qui soit politiquement faisable, sinon c'est pas la peine, ça ne sera jamais fait, socialement acceptable, sinon c'est immédiatement contourné, et on sait bien qu'on a une capacité assez forte, en France peut-être parce qu'on a un peuple de râleurs, mais enfin de manière générale, à contourner les contraintes. Et il y a ce fameux effet rebond que vous nous avez entendu parler aussi, tous les progrès d'efficacité énergétique, alors pas tous, mais une grande partie déclenchent des comportements à rebours qui font qu'on consomme une partie de ce qu'on a gagné en le réinvestissant. Et puis il faut que ça soit économiquement viable, ça c'est un autre problème, c'est que je peux toujours décider, il faudrait plus de commerce ici, oui, mais si les commerces ne peuvent pas tenir le coup, il n'y aura jamais de commerce, et puis j'aurai fini mon truc. Alors pour ça, on va revenir sur la notion d'accessibilité, donc Xavier a déjà parlé. Et l'accessibilité, vous l'avez peut-être déjà manipulé, cette notion, vous en avez peut-être déjà entendu parler. C'est toujours un mot un peu bizarre, parce qu'en français, quand on parle d'accessibilité, c'est plutôt du binaire. C'est est-ce que je peux y aller ou est-ce que je ne peux pas y aller? Vous voyez, est-ce que c'est accessible aux personnes handicapées, aux fauteuils roulants, à je ne sais quoi, ou est-ce que c'est accessible parce qu'il n'y a pas une barrière de prix trop importante? Quand on est en sciences sociales, alors en économie, en géographie, en aménagement, etc., on pense plutôt l'accessibilité comme la performance de l'accès ou la facilité à accéder. Ce qui est un petit peu différent, on tire un petit peu sémantiquement sur le mot. Ici, je l'utiliserai dans ce sens-là. Quand je parlerai d'accessibilité, c'est pas est-ce que je peux y aller, parce que je peux toujours y aller, parfois au prix d'un effort monstrueux, mais c'est rare que je puisse pas du tout y aller. Mais ça va être une question de facilité d'accès. Alors, Hanson, c'était assez simple son approche, mais très performant. Il a dit, à partir d'un endroit, mettons que je veux y accéder à l'emploi, je vais compter le nombre d'emplois auxquels je peux accéder, et puis mon emploi va être d'autant plus intéressant que je peux y accéder facilement. Donc il y a une fonction d'impédance, une fonction de coût d'accès. On peut prendre l'inverse de la distance, on peut prendre un peu ce qu'on veut, une exponentielle décroissante, enfin peu importe. Après c'est de la cuisine, mais l'idée c'est ça. Et donc quand on fait ça, il faut se demander au fond, je calcule l'accessibilité, mais l'accessibilité à quoi? Quelles sont les aménités, les lieux auxquels je veux accéder? Est-ce que, par exemple, c'est intéressant de calculer l'accès à tout l'emploi ou est-ce qu'il faut faire l'accès à certains types d'emplois en fonction des populations qu'on vise? Est-ce qu'on s'intéresse à tous les équipements de santé possibles et imaginables où on suppose qu'il suffit d'en avoir un ou deux et puis c'est bon, on trouvera un docteur ou un hôpital, il n'y a pas besoin de mettre tout en compétition. Autrement dit, peut-être que le 5e hôpital rapporte rien comme qualité de service par rapport aux 4 premiers et ainsi de suite. Alors, quel périmètre aussi pour l'évaluation? Ça, c'est un gros problème, parce que dès qu'on compte, vous avez vu ça en géographie, en démographie, en économie, on adore, on fait une partition de l'espace, on fait des patates, et puis on compte ce qu'il y a dans les patates. Faut que la partition soit quand même intelligente, sinon on fait des choses un petit peu bizarres. Vous avez peut-être entendu parler du MOP, le Modifiable Aerial Unit Problem, qui est un problème bien connu, qui fait que quand on représente un phénomène, selon la façon dont on le cartographie, dont on fait les agrégats, on a des cartes totalement différentes. Comment combiner différentes évaluations? Est-ce que je peux mettre sur le même plan l'accès aux boulangeries, à l'emploi et puis à la santé et à la culture? Et puis le problème qui commence à m'intéresser pour les problèmes d'aménagement dans Soft, c'est comment je peux renforcer l'accessibilité si je trouve qu'il y a des déficits. Et donc ça suppose, je vous disais, qu'il y a quand même un critère de réalisme. Alors pour faire ça, on a essayé de trouver un petit peu ce qu'on pourrait appeler pompeusement un cadre théorique, mais on va dire un peu un cadre formel, quoi. Et donc on a proposé pour ça une hiérarchie de besoins pour définir un peu l'accessibilité à quoi, et une hiérarchie spatiale pour essayer de voir un petit peu comment ça peut prendre une forme dans l'espace. Alors, donc je dis cadre théorique, mais c'est un nom un peu pompeux. Mais la hiérarchie de besoins, ce qui est intéressant, c'est qu'au fond, on peut dégager un processus en plusieurs étapes. Je me suis appuyé notamment sur un économiste qui n'est pas extrêmement connu, qui s'appelle Manfred Max Neef,
qui avait repris un petit peu les travaux de Maslow, etc. Mais bon, il y a une petite communauté vivante, mais pas si énorme que ça autour de ces questions. Et il a essayé de dégager des besoins. Et ces besoins m'ont semblé relativement de bon sens, besoin de survie, de protection, d'affection, de compréhension, de participation, de loisirs, de créativité, de réalisation, d'identité et de liberté. Évidemment, tous ces besoins ne sont pas liés à des lieux et ne sont pas conditionnés au fait de pouvoir accéder à des ressources du territoire. Et avant de passer à cette notion de ressources du territoire, qui sera ma dernière notion, il y a une notion intermédiaire qui est intéressante, toujours chez Max Neef, qui sont la question des satisfiers, donc les satisfacteurs, je ne sais pas comment dire, et ceux-là, ils dépendent du contexte culturel. Donc, par exemple, j'ai besoin d'accéder, dans mon besoin de subsistance, j'ai l'alimentation, mais je ne vais pas forcément consommer le même type d'alimentation selon le contexte culturel. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on peut avoir des satisfiers, mais on peut avoir des anti-satisfiers. Donc on peut avoir des choses qui, au contraire, vont pourrir, vont détruire, vont dégrader les besoins. On peut avoir des pseudo-satisfiers qui semblent satisfaire, mais qui ne satisfont pas vraiment, etc. Alors, pour vous dérouler un petit peu, si on regarde donc un certain nombre de besoins, on peut les associer à nos satisfiers. Donc pour la survie, il faut l'alimentation, le logement, le travail, le loisir. Pour la protection, etc. Donc on peut dérouler. Et puis je continue. On va finir à arriver à un certain nombre de localisations et de milieux. Et enfin, ces localisations et ces milieux vont nous permettre d'arriver sur un certain nombre d'aménités à sélectionner. Alors je dis aménités, j'utilise beaucoup le terme aménité, ça vient des économistes. C'est parce que je ne sais pas trop comment résumer les commerces, les services, les équipements culturels, la fonction publique, l'université qui rentre. Bon, je trouve aménité, ça veut tout et rien dire. Voilà, donc ça c'est la partie, je dirais, un petit peu accéder à quoi. Je vous montrerai après comment ça se décline, mais j'aurai sans doute pas énormément de temps. Après, la hiérarchie spatiale, il faut savoir aussi comment ça marche, parce que c'est bien de pouvoir aller à l'opéra, mais c'est pas raisonnable d'avoir un opéra dans chaque quartier, ça n'aurait aucun sens. C'est important de pouvoir aller à l'hôpital et chez les grands spécialistes, mais là on espère qu'on n'a pas besoin d'y aller trop souvent, et donc de la même façon, il n'y a peut-être pas besoin d'en avoir au coin de chaque rue. Donc du coup, il y a quand même une notion, quelque part, de hiérarchie, mais il y a une autre notion par derrière, qui est que si tout le monde est au même endroit, enfin si c'est mal foutu, on va aussi se faire concurrence. Donc vous connaissez peut-être cette approche qui avait été proposée par Christaller, un peu de partage du territoire, qui est d'ailleurs implémentée dans la loi allemande, qui est une espèce de notion d'équirépartition. Ici, on a essayé de travailler, de mélanger un petit peu les deux, donc de proposer une hiérarchie qui soit fonctionnelle, mais qui ne soit pas uniquement une hiérarchie de taille. Alors pour faire ça, on utilise la géométrie fractale. Je vais vous montrer comment ça marche, c'est pas si compliqué que ça. Voilà le schéma qu'on a dans un système cristallérien, donc on a un certain nombre de grands centres et puis de sous-centres, et vous voyez c'est quasiment une partition. Chaque sous-centre est à peu près à équidistance de tous les grands centres. Bon. Et ce qu'on a proposé, c'est de faire la même approche, mais la même approche à plusieurs échelles. C'est-à-dire qu'on ait des sous-centres qui soient plus petits que les gros centres et qui aient eux-mêmes leurs propres sous-centres, etc. Alors comment on fabrique ça ? On fabrique ça avec une fonction qu'on va itérer en fonction des échelles. Donc vous voyez, là j'ai décidé que le centre principal avait 4 sous-centres, et puis chaque sous-centre a de nouveau lui-même ses 4 sous-centres, et ainsi de suite. Alors, pas à l'infini, sinon on n'a plus de masse, mais jusqu'à ce qu'on réussisse à, en déplaçant légèrement les carrés, en jouant un peu sur la géométrie, à se coller sur un territoire réel. Donc c'est une approche un peu normative, quand même, il faut bien le dire, mais qui prétend pas dire il faut construire là ou ça. C'est ma grille d'évaluation. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on distingue bien, vous voyez, si ces 3 carrés-là, ils ont exactement la même taille, mais pas du tout le même rôle dans la hiérarchie. 110, ici, c'est le satellite du centre principal. 0,11, c'est un centre secondaire. Et 101, c'est une espèce de centre relais qui est entre les deux. Donc on pourrait imaginer, si vous voulez, que ça c'est Paris, ça c'est Meaux, et puis ça c'est une ville de Marne-la-Vallée. Vous voyez, pour fixer les idées. Alors voilà, ça nous semblait assez intéressant de ce point de vue-là. Alors je vais vous dérouler, mais je ne vais pas commenter, sinon je n'aurai pas le temps. On a fait le travail sur l'agglomération parisienne, donc on a identifié 5 sous-centres, en travaillant un peu sur l'histoire de la zone. On a essayé de voir historiquement quelles étaient les villes, et puis on déroule, vous voyez, comme ça. Et donc on a un recouvrement de la tâche bâtie, là c'est le bâti en noir,
qui n'est pas complet, donc on laisse des choses, mais encore une fois, il ne s'agit pas de dire on rase tout ce qui est en dehors, c'est pas du tout. C'est des points de focalisation pour ce que doivent être les centres, donc notamment dans le centre principal, c'est là où on localisera l'opéra, l'université principale, etc., et ainsi de suite. Voilà, donc ça c'est très rapidement les deux modèles formels, et puis je vais vous montrer un peu comment on a appliqué ça. Alors, d'abord, on refait ce même travail de découpe, mais cette fois-ci à l'échelle de notre territoire. Alors, Est Ensemble, vous voyez, c'est les communes qui sont en couleur saumon plutôt. Donc, on est vraiment collé à Paris, on est en zone urbaine très dense, et donc on est plutôt évidemment dans une logique de satellite direct de Paris, même si vous connaissez tous la conformation de Paris avec le périphérique qui fait une espèce de vraie barrière, quoi, hein. On a recréé quelque part l'enceinte des fermiers généraux, puis les enceintes précédentes. On a l'impression qu'on reste sur cette logique. Alors, je dis ça parce qu'on a une connexion au métro qui est aujourd'hui limitée. Il y a uniquement le métro jusqu'au Lilas, mais c'est en train de s'améliorer, puisqu'il y a une ligne jusqu'à Romainville qui va ouvrir d'ici peu. Et puis on a la ligne 15 du Grand Paris qui également connectera la zone, cette fois-ci à l'est. Alors, je dirais que ça, c'est pas très grave parce que le métro, nous, comme je vous l'ai dit, on est sur les mobilités quotidiennes, c'est pas notre seule préoccupation. Alors, par contre, ce qu'on a essayé de bien voir aussi dans notre schéma d'accessibilité, c'est que même si on veut densifier ou reconfigurer, on veut absolument pas bouffer sur les trams vertes et les trams bleus. Et donc ça, c'est un schéma qui positionne à la fois le canal de l'Ourcq et puis un grand arc de trams verts avec ici le fort de Romainville et puis qui sont des zones à préserver. On pourrait se dire c'est pas optimal. Alors certes c'est pas optimal peut-être simplement du point de vue de l'usage qu'on peut avoir du territoire parce qu'on a une zone de coupure mais elle est importante pour d'autres fonctions et donc on la sacralise. Et puis ensuite, pour la mise en application pratique de mes calculs d'accessibilité, il faut quand même savoir à quoi accéder. J'ai toujours pas dit quelle était la liste des boulangeries ou je sais pas trop quoi. Alors pour faire ça, on a fait un truc vraiment hyper pragmatique. On est allé voir dans un certain nombre de documents d'urbanisme, notamment les schémas de cohérence territoriaux, les SCOT. Et en général, on s'est rendu compte que ça racontait beaucoup de choses, de manière prescriptive ou semi-empirique. Alors on espère aussi qu'il y a eu des remontées des chambres de commerce et d'industrie, parce que c'est des endroits où il y a beaucoup d'informations sur ce genre de choses. Alors ici, ça cartographie simplement l'ensemble des SCOT qu'on a analysés. Et ça nous a permis de faire un petit tableau de synthèse. Je ne sais pas si vous allez réussir à le voir, mais sinon je vais vous le commenter. On a dégagé 3 fréquences de recours. Une fréquence plutôt régulière, quotidienne on pourrait dire, une fréquence plus occasionnelle, une fréquence exceptionnelle. Mais on était peut-être un peu naïf, en tout cas on n'y avait pas du tout pensé, on l'a découvert dans les documents d'urbanisme. On n'avait pas pensé que pour les mobilités plus occasionnelles et exceptionnelles, il fallait distinguer entre, pour les motifs achats, ce qui était léger, ce qui était lourd. C'est pas la même chose d'aller dans une bijouterie et d'aller dans un magasin d'électroménager. Parce que le magasin électroménager, si vous achetez une machine et qu'elle fait 100 kg, il faut la remporter, vous n'allez pas la remporter en transport en commun. Voilà, c'est des trucs comme ça souvent qu'on découvre. Et puis on a ensuite listé les activités. Donc les activités, pourquoi elles sont importantes? Parce que on a un fichier en France maintenant qui est en libre accès, qui est le fichier des immatriculations d'entreprises, qui s'appelle le fichier Sirène. Et avec le fichier Sirène, on est capable de filtrer, de localiser absolument de manière quasi exhaustive toutes les boulangeries, toutes les boucheries, tous les bureaux de tabac, etc. De n'importe quelle zone. Donc on s'est vraiment appuyé là-dessus. On a fait ça de manière brutale. On a localisé toutes les aménités. En ayant filtré ces aménités dans les documents d'urbanisme, vous voyez, qui en plus nous permet de déduire la place dans la hiérarchie spatiale que je vous ai présentée, qui va du coup nous aider à construire l'évaluation. Alors il reste 2 autres choses à calibrer, mais la plus importante c'est la question des distances. On parlait de, je ne sais plus comment on disait, 7 km, c'est ça? Bon voilà, là c'est une enquête qui a été faite par l'AURBA, donc l'agence d'urbanisme de l'aire métropolitaine de Bordeaux en 2017, donc c'est assez récent, c'est ça qui nous a intéressés, et de regarder un petit peu finalement l'acceptabilité ou la facilité avec lesquelles les gens recouraient à ces commerces et services en fonction de la distance croissante, ce qui nous permet d'injecter dans nos évaluations des choses un peu moins normatives que de dire je vais prendre le carré de la distance ou je ne sais pas trop quoi. On utilise ces courbes-là. Dernier point, toujours sorti de l'agence d'Urba de Bordeaux.
c'est la fréquence de recours et puis le nombre d'utilisateurs. Donc voilà, il y a des choses où vous avez des fréquences de recours rares et il y a peu de gens qui y vont, des choses où on a des fréquences de recours assez importantes et il y a peu de gens qui y vont, ça c'est ce que vous avez en vert, et des choses où il y a des fréquences de recours faibles mais il y a beaucoup de gens qui y vont. Donc typiquement, le cinéma, vous n'y allez pas forcément tous les jours, mais quasiment tout le monde va au cinéma. Donc ça c'est aussi important pour nous dans la fonction dans la façon dont on va combiner les accessibilités. Et puis dernier point avant de vous montrer quelques cartes, j'espère que non ça va, c'est que, je vous ai dit, quand on fait des scénarios et qu'on veut renforcer l'accessibilité, on se dit, mince, il y a un déficit de boulangerie, il faudra mettre des boulangeries. Oui, mais il faudrait mettre des boulangeries, mais est-ce que les boulangeries vont survivre? Et donc, on a toujours, à l'aide des documents d'urbanisme et des remontées des chambres de commerce, on a essayé d'évaluer une accessibilité vue de l'autre sens. C'est plus vu du point de vue de l'habitant qui veut accéder à des services, c'est vu du point de vue du nouveau commerce qui veut avoir un bassin, un vivier suffisant de clients. Donc ça nous a permis de découvrir comme ça le nombre de baguettes qu'une boulangerie devait vendre par jour pour survivre, etc. Et on est capable ensuite, avec nos fonctions de distance et la population, de voir si nos propositions sont raisonnables ou pas. Donc au fond, on fait toujours deux analyses, hein, c'est un petit peu dual. Alors, je reviens à Est Ensemble. Pourquoi on s'est intéressé à Est Ensemble? Parce qu'effectivement, on avait fait avant des grands programmes, enfin pas des grands, des programmes de recherche sur le périurbain, sur les grandes agglomérations. Et puis, on avait le sentiment que la banlieue, c'était un peu le mal-aimé de tout ça, quoi. C'est-à-dire, on n'est pas non plus dans la ville dense avec vraiment tout au pied de la porte. Il peut y avoir des déficits d'accessibilité, mais au fond, c'est pas non plus la catastrophe. Alors, je vous ai pas montré les parts modales, mais sur Est Ensemble, hein, c'est évidemment le transport en commun qui domine. La voiture est relativement minoritaire. Et vous allez vite comprendre pourquoi. C'est que si on regarde ici des profils socio-économiques qui ont été faits lors d'un diagnostic territorial qui avait été fait par une agence qui est l'agence de Guy Taïeb, on voit qu'on a quand même beaucoup de ménages qui sont dans des situations de précarité et notamment de précarité énergétique. Donc la précarité énergétique, vous savez, c'est défini quand on consomme, quand on dépense plus d'une certaine fraction de son revenu aux contraintes de chauffage, aux choses sanitaires, etc. Donc on est sur une population qui n'a pas une marge de manœuvre énorme. Et on en revient sur les discussions sur les changements de comportement. Est-ce qu'on peut se dire « Ah ben il suffit d'être vertueux, etc. » Oui, ce discours, vous pouvez l'entendre, pas forcément y adhérer, mais l'entendre quand vous êtes pas trop contraint financièrement. Quand vous êtes vraiment très très juste, c'est vraiment un deuxième ordre par rapport à vos besoins. Donc on a essayé de localiser ça. Et puis, je vous ai dit, donc on a fait tous ces diagnostics. Alors voilà un exemple pour vous montrer donc, la répartition des boulangeries à gauche, c'est tous les petits points rouges que vous voyez, et la répartition des bureaux de poste. Alors ce qui est intéressant, c'est que les bureaux de poste, il y a eu pas mal de politiques de restructuration des bureaux de poste. Vous savez, on a beaucoup entendu râler en disant on ferme les bureaux, on diminue la proximité, etc. En ce qui concerne Est Ensemble, on retrouve quand même une espèce de maillage assez régulier. Donc on a quand même relativement bien cet objectif d'avoir une couverture à peu près uniforme de la population. Quand on regarde les boulangeries, c'est quand même très différent. Là, il y a des concentrations. Alors pourquoi? Parce que la boulangerie, on rentre dans un domaine où il peut y avoir une compétition. C'est-à-dire que je ne vais pas forcément à la boulangerie le plus proche de chez moi, parce que peut-être que j'aime pas le pain, ou que le serveur est moins sympathique que dans une autre boutique, ou voilà, peu importe. Vous voyez aussi qu'il y a des espèces de zones blanches. Alors blanche, elle serait plutôt bleue sur ma carte, mais des zones où, quoi qu'on fasse, on n'a pas grand-chose. Et ça, c'est relativement problématique si on veut limiter le recours à la voiture. Et pourquoi on veut limiter le recours à la voiture? Alors je ne vais pas me lancer dans un nouveau sujet, mais je vais juste vous en dire un mot très rapidement. C'est que vous savez tous comment sont aménagées les villes, en général, avec un stationnement difficile, avec des chicanes, avec des contresens, avec tous ces machins-là. Autrement dit, on vous rend les premiers kilomètres épouvantables. Résultat des courses, effet négatif, c'est qu'une fois que vous avez réussi à faire ce premier kilomètre, que vous en fassiez 3, 5 ou 7 ou 15, ça vous coûte à peine plus cher, ni en temps, ni en carburant, ni en énergie. C'est vraiment le début qui est difficile. Donc on a vraiment intérêt à réfléchir à ça, c'est-à-dire à dissuader de prendre la voiture. Parce que si vous avez commencé à la prendre, là, plus rien ne vous empêche de mettre tout le territoire en compétition et d'aller faire 15 km de plus parce qu'il y a une promotion sur tel produit dans tel
supermarché, ou argument aussi qui va peut-être vous étonner, mais qui revient souvent quand on fait des entretiens avec les ménages, parce qu'ils nous disent « Ah, je ne vais pas à celui-là parce qu'il est devenu trop grand et j'arrive pas à me garer assez proche de la porte d'entrée du supermarché. » Eh oui, mais c'est vrai que vous y allez en voiture, et puis si après il faut rouler le caddie de votre gros ravitaillement pendant des kilomètres sur un parking à n'en plus finir, et donc sur des critères de ce type-là, on peut se retrouver à préférer le centre commercial qui malheureusement est 10 km plus loin, et donc ça vous fait 1 ou 2 fois par semaine, 20 km. Je ne dis pas évitable parce qu'on ne peut pas dire, il n'y a pas de référence, les gens font ce qu'ils veulent, mais 10 km qui font un peu mal au cœur du point de vue des consommations d'énergie. Et dernière illustration de ce type d'études, là, c'est quand on fait les études à l'envers, on essaye de voir les rentabilités de certains commerces. Alors, on a cartographié différents types de commerces, et évidemment, il y a des structures très très différentes. Alors, vous voyez, un hypermarché, par exemple, a besoin d'aller chercher très très loin pour être rentable. À l'inverse, une boulangerie, c'est ce que vous avez en jaune, le petit carré, et bien là, c'est vraiment un commerce local. Si je prends la bijouterie ou les commerces de type bricolage, là, c'est encore très très différent. Et donc ça nous a aussi beaucoup éclairé parce que ça permet de se dire que il ne faut pas imaginer simplement un truc très normatif de dire « Ah, je vais inciter l'installation de tel et tel commerce ». Ça se fait souvent. Je ne sais pas si vous allez de temps en temps, si vous êtes déjà passé devant les éco-quartiers, éco-cités et autres projets. Ce qui est frappant souvent, c'est que les gens commencent à s'installer et puis il y a toujours en bas, devant ce qui est prévu pour être des boutiques, des espèces de plaques de contreplaqué. Parce que les commerçants sont beaucoup plus frileux. Ils se disent « je vais m'installer que si je ne vais pas boire le bouillon, si je vais, etc. » Et donc il y a souvent une difficulté plus importante, pas systématiquement, mais j'ai quand même remarqué ça assez souvent, à commercialiser ces locaux, et puis du coup vous n'avez pas forcément ce que vous imaginez qui arrive. Alors parfois c'est à cause de coûts de production de ces commerces trop importants. J'ai un exemple dans Paris, en plein cœur de Paris, comme ça, où on a voulu reconfigurer, on a fait du logement social, etc. Super emplacement en bord, on dit tiens, ça serait bien qu'il y ait une supérette qui vienne. C'était peut-être un peu le plan de la mairie de Paris ou du maire de quartier, ou j'en sais rien. Et puis résultat, au bout de 2 ans où c'était vide, on a fait appel à la cavalerie publique, et puis on a installé une crèche et puis la poste. Parce qu'on pouvait avoir un peu de pouvoir de marché sur eux et les convaincre de s'installer. Mais les privés purs étaient trop frileux. Ils se sont dit, non, je ne vais pas aller là. Vu les loyers que je suis obligé de verser, parce que c'était en plein cœur de Paris, etc., je boirai le bouillon et je m'en sortirai pas. Donc, pour conclure, ce que j'ai essayé de vous montrer, c'est à la fois des cadres formels pour mettre un peu en musique cette approche à la Hanson, qui est séduisante, donc cette approche d'aménagement par l'accessibilité, qui est séduisante, mais qui nécessite de régler des petits détails. Et puis en même temps, quand même, une approche qui se veut assez pragmatique, puisqu'au fond, on ne s'est jamais appuyé que sur les pratiques qu'on avait pu observer et sur les recommandations, remontées qui pouvaient être faites dans les SCOT. Alors, je ne vous ai pas montré de carte d'évaluation synthétique, parce que pour l'instant, on en est encore à compiler ces différentes couches et à travailler à la combinaison pour pouvoir faire différents scores, soit à différentes échelles, soit par type d'accès, par type de besoin, en fait, en revenant aux besoins essentiels. Voilà. Merci beaucoup.